La conscience, c'est-à-dire notre esprit, façonne comme de l'argile l'énergie des possibilités infinies. Modifiez plutôt votre environnement interne, soit votre manière de penser et de ressentir, et voyez ensuite comment vos efforts modifieront l'environnement externe. Efforcez-vous de créer une expérience future nouvelle et inconnue. Ainsi, quand un événement imprévu et favorable aura lieu, vous serez agréablement surpris. Vous serez devenu un créateur quantique. Vous serez passé de la loi de cause à effet à celle qui permet de causer un effet. Il faut savoir que nous manifestons en permanence, consciemment ou inconsciemment, mais nous manifestons tous. La matière elle-même est une forme de manifestation des fréquences énergétiques dans le champ quantique. Les scientifiques appellent cela un effondrement de la fonction d'onde. Avant de commencer, n'oubliez pas de rejoindre notre communauté d'entrepreneurs motivés en vous abonnant à la chaîne pour ne surtout pas manquer les prochaines vidéos exclusives qui arrivent sur la chaîne, sans oublier de récupérer votre formation offerte dans la description, c'est gratuit. Pour prendre un peu de recul, reprenons du début. À l'échelle humaine, nous nous servons de nos 5 sens pour interagir et ressentir l'environnement autour de nous. Les 5 sens que possède l'être humain sont la vue, l'ouïe, le toucher, le goût et l'odorat. Ces 5 sens que nous possédons nous permettent de vivre notre vie telle que nous le faisons au quotidien, afin d'expérimenter, d'apprendre et d'évoluer. Ces sens nous permettent donc de faire le lien entre l'environnement extérieur et notre environnement intérieur. En soi, notre corps est une machine extrêmement sophistiquée, dotée de sens, comme la vue par exemple, nous permettant de transmettre des signaux extérieurs, donc dans ce cas, si la lumière, afin que notre cerveau l'analyse pour la transformer en une image claire, qui est l'environnement tel que nous le voyons. Cela nous permet de nous déplacer librement. De même, le toucher nous permet de faire le lien entre nos doigts et la chose que l'on touche. Ou encore, l'odorat nous permet de sentir des choses que nous ne voyons pas. Mais toutes ces choses que nous captons via nos sens, que ce soit la lumière visible, les odeurs ou encore les sensations, sont toutes à la base des fréquences énergétiques. Notre corps lui-même est à la base un ensemble de fréquences énergétiques, tout comme tout ce qui constitue notre monde, que ce soit les arbres, les plantes, l'eau ou encore l'air. Et pour comprendre cela, il faut aller au-delà de nos sens, au-delà du visible, puisqu'il va falloir plonger dans l'infiniment petit, dans le monde subatomique, soit le monde quantique. Je le rappelle avant tout, ce que nous allons découvrir, c'est de la physique et de la chimie, et non de la magie. Chaque chose que nous percevons à l'échelle humaine, que ce soit l'eau que nous buvons, l'air que nous respirons, la composition même de notre corps et de notre cerveau est constituée de molécules, c'est-à-dire que tout est composé de molécules, assemblées les unes aux autres de différentes manières, afin de créer tout ce que nous connaissons à l'échelle humaine. Soit l'eau, par exemple, correspond à la molécule H2O. Maintenant, il faut savoir que ces mêmes molécules ont elles aussi une composition. Et celles-ci sont constituées d'atomes, assemblés les uns aux autres pour former la molécule. Par exemple, la molécule d'eau est constituée de 2 atomes d'hydrogène liés à un atome d'oxygène par des liaisons covalentes. Maintenant, ces atomes sont eux aussi constitués de quelque chose. Et c'est là qu'on entre plus en profondeur, dans le monde quantique, là où la matière semble prendre forme. À cette échelle, les physiciens ont observé que les atomes étaient composés d'un noyau central, entouré d'électrons gravitant dans un vaste champ de fréquences énergétiques. Ce champ énergétique autour du noyau central de l'atome correspond à environ 99,9% de la surface de l'atome, soit presque l'intégralité de l'atome, est en fait constitué à 99,9% d'énergie et d'information, soit de fréquences énergétiques. Et ce champ de fréquences énergétiques représente un champ d'information constante. C'est-à-dire que sans ce champ d'énergie, l'atome n'aurait pas les informations nécessaires pour se former. Donc il n'aurait pas de forme. Ce serait le chaos. En soi, cette énergie est ce qui permet de maintenir l'ordre. Après cette découverte, les chercheurs ont rapidement observé que les électrons qui gravitaient autour du noyau de l'atome, dans ce vaste champ d'énergie, se comportaient de manière totalement imprévisible. C'est-à-dire qu'il était impossible de prédire où et quand les électrons apparaîtraient.
Ils ne semblaient pas être soumis aux mêmes lois de la physique telles que nous les connaissons à l'échelle humaine. À notre échelle, par exemple, nous sommes soumis à la gravité ou à l'espace-temps, donc nous ne pouvons pas nous trouver à deux endroits à la fois. Eh bien, dans le monde quantique, cela ne semble pas fonctionner ainsi. Les chercheurs ont rapidement découvert ce qu'on appelle la dualité onde-particule, soit la dualité onde-matière, qui montre que la particule de matière qu'est l'électron ne se forme pas tant qu'elle ne reçoit pas l'énergie nécessaire pour se manifester, comme l'attention d'un observateur. Cette découverte avait été faite notamment par les physiciens Niels Bohr et Werner Heisenberg en 1991, surnommée l'interprétation de Copenhague, évoquant cette relation d'incertitude dans le monde subatomique. Dans le monde subatomique, ou monde quantique, tout semble déjà exister simultanément sous forme de probabilités infinies. Ce n'est que lorsqu'un observateur place son attention sur quelque chose de matériel qu'il veut trouver que le champ d'énergie invisible s'effondre pour laisser place à une particule de matière que nous appelons électron. En fait, la matière semble se former à partir du moment où la fréquence est ralentie, soit que la longueur d'onde augmente, ce qui la rend presque statique, la forçant à adopter un état, soit à engendrer une probabilité. Pour expliquer plus simplement, imaginons que dans le monde quantique, l'espace-temps n'existe pas et que toutes les possibilités inimaginables existent déjà sous forme de probabilités infinies. Soit que tout sans exception existe déjà. Maintenant, à l'échelle humaine, lorsque nous consacrons notre attention, soit donc notre énergie en émettant une attention particulière sur une chose que l'on veut trouver dans le monde matériel, eh bien, on force une probabilité à s'engendrer, et c'est ainsi que la matière semble prendre forme. Lavoisier disait « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». Le phénomène de manifestation n'est donc pas de la magie, mais de la physique. L'énergie qui est notre attention, soit nos pensées et notre regard, semblent émettre une fréquence particulière, soit transmettre une information invisible dans le champ quantique, donnant l'information et l'énergie nécessaires pour provoquer un effondrement de la fonction d'onde, forçant ainsi une probabilité à s'engendrer en fonction de notre intention. De nombreux physiciens et philosophes anciens et modernes expliquent cela par le fait que dans le champ zéro, là où tout commence, la fréquence est extrêmement élevée et la longueur d'onde est très faible. Ensuite, petit à petit, la fréquence ralentit et la longueur d'onde augmente, et c'est ainsi que la matière prend forme. C'est pour cette raison que dans les textes hermétiques anciens, de l'ancienne Égypte à l'ancienne Grèce, nous retrouvons des citations comme « Tout dans l'univers est vibration » ou « La réalité que vous percevez est le reflet de la fréquence à laquelle vous vibrez » ou encore « Rien n'est immobile, tout bouge, tout vibre ». Et ce même type de citations, nous les retrouvons dans les paroles de nombreux physiciens, comme Nikola Tesla affirmant que « Si vous voulez trouver les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, soit de fréquence et de vibration. » Et ces mêmes écrits et idées sont partagés et retrouvés à travers de nombreuses autres civilisations, toutes époques confondues. On semble donc juste redécouvrir petit à petit ce qui avait déjà été compris depuis bien longtemps. Ainsi, la matière semble simplement être la forme la plus lente de fréquence. De même, la matière est également une forme de vibration, mais ralentie, au point où elle nous paraît immobile à l'échelle humaine. Mais de même que nous manifestons quotidiennement notre vie, l'objectif n'est donc pas de simplement d'apprendre à manifester car nous le faisons déjà au quotidien. L'objectif est en réalité d'apprendre à manifester ce que l'on désire, c'est-à-dire de réussir à aligner nos désirs avec nos pensées. Le problème que beaucoup de personnes rencontrent pour manifester est qu'ils ne parviennent pas à aligner leurs pensées avec leurs désirs, ce qui crée une incohérence. Par exemple, un individu souhaite devenir riche, mais au fond de lui, il n'y croit pas du tout. Ou bien une personne se répète quotidiennement qu'elle est courageuse, mais de même, au fond d'elle, elle ne ressent pas les émotions du courage et crée ainsi une incohérence. Ainsi, un des secrets pour réussir à manifester est d'établir une cohérence entre les pensées et les émotions, entre le cerveau et le cœur. C'est-à-dire qu'il faut associer une intention claire avec une émotion supérieure. Et c'est cette combinaison qui permet d'émettre la fréquence vibratoire alignée avec votre désir. C'est en alignant l'intention claire avec l'émotion supérieure que l'on émet un signal vibratoire en alignement avec ceux que l'on désire vraiment.
ceux qui engendrent la probabilité souhaitée dans le champ quantique. Mais de même, cette cohérence ne s'arrête pas là, elle doit aussi être établie au travers de vos actions quotidiennes. Bien que vous puissiez manifester tout ce que vous désirez, vous devez être cohérent biologiquement pour que cela fonctionne. Par exemple, si une personne passe ses journées à procrastiner, elle n'aura jamais les pensées automatiques associées à un désir entrepreneurial. C'est-à-dire qu'il faut incarner dans la pensée, mais également dans les actions les changements que vous souhaitez obtenir dans votre vie. Il faut mettre en accord vos actions avec vos pensées, et c'est ainsi que vous manifestez. Bien que l'on puisse attirer à nous des événements de notre choix, en s'alignant sur la fréquence de notre désir, il faut encore saisir cette opportunité lorsqu'elle se présentera à nous. Mais également, il faut laisser place à celle-ci pour qu'elle se manifeste. Rappelez-vous, la particule de matière qu'est l'électron prend forme lorsqu'un observateur lui accorde son attention, mais dès lors que l'observateur détourne ses pensées et son regard de l'électron, celui-ci disparaît et redevient énergie. Maintenant, comprenez que l'attention, ce sont toutes vos pensées conscientes et automatiques, ainsi que votre regard. Ainsi, si vous avez constamment votre attention tournée vers votre passé, vos erreurs, votre ancien moi, des croyances limitantes, des personnes toxiques, eh bien vous continuez quotidiennement d'alimenter cette forme de réalité et vous avez ainsi moins d'énergie pour créer l'avenir souhaité. Si vous voulez manifester l'avenir de vos rêves, vous devez vous réinventer et ça commence par un changement d'habitude. Albert Einstein le disait, « La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. » Il faut donc établir un changement d'habitude et commencer à effectuer et entreprendre les actions que ferait votre nouveau moi. C'est-à-dire que vous devez commencer à agir et à penser comme la personne que vous souhaitez devenir. Comme le font les acteurs, vous devez incarner le personnage que vous voulez devenir. Un bon acteur incarne et vit dans la peau de son personnage, car c'est uniquement de cette manière-là que les émotions sont réelles et que l'on ressent vraiment l'énergie du rôle joué. Et bien dans la vie, cela fonctionne ainsi. Vous devez incarner la nouvelle personne que vous souhaitez devenir. Il faut être ce que l'on souhaite pour devenir ce que l'on veut. Ce sont des mathématiques. Si au quotidien, vous effectuez les actions et entretenez les pensées en accord avec votre objectif souhaité, vous deviendrez cette personne et vous vous dirigerez automatiquement vers votre but, car vous serez aligné avec votre objectif. Et lorsque j'ai parlé de l'acteur qui incarne le personnage pour ressentir les émotions, eh bien c'est ce point-là le plus important. Le docteur Joe Dispenza, un neuroscientifique de renommée, l'explique souvent de la manière suivante. Il faut une intention claire, soit une cohérence cérébrale, et une émotion supérieure, soit une cohérence cardiaque, pour que l'individu cesse de vivre dans le passé pour créer son avenir désiré. Eh bien cela s'explique par le fait que le cerveau humain ne peut pas faire la différence entre une expérience de pensée et une expérience extérieure. Mais pour qu'une expérience de pensée lui paraisse réelle, il doit y ressentir les émotions associées. Comme on l'a dit en début de vidéo, le corps humain est conçu de sorte à capter l'environnement extérieur et adapter ainsi le corps et la biologie interne en fonction de notre interaction avec cet environnement, afin de s'adapter continuellement. Par exemple, à la vue d'un prédateur, le corps perçoit une émotion de peur et active le mode survie, libérant ainsi certaines substances chimiques modifiant notre biologie afin de faire face au danger. Mais tout ce système s'active grâce à l'émotion perçue. Mais comme on le sait tous, nous pouvons ressentir de nombreuses émotions rien qu'en repensant à un souvenir familier, en écoutant une musique, en rêvant de notre avenir ou en visualisant notre objectif. Eh bien, c'est ainsi que l'on aligne son corps avec la fréquence de notre désir. En visualisant et en imaginant quotidiennement notre futur désiré, en y ressentant des émotions telles que de la gratitude, nous créons de nouveaux circuits neuronaux en lien avec ce futur désiré, et nous y inscrivons des émotions, ce qui modifie notre biologie interne, ainsi que notre fréquence vibratoire, s'alignant avec notre désir. C'est ainsi que notre corps devient un aimant, attirant à lui les événements alignés sur la même fréquence. Et dans ce cas-ci, cet événement, c'est le futur de vos rêves. Tel que nous vivons quotidiennement, nous avons l'habitude de considérer la réalité comme une dimension fixe et certaine, mais vous allez bientôt apprendre à reconsidérer ce point de vue.
Ce que vous vous apprêtez à découvrir tout au long de cette vidéo risque de remettre fortement en question votre perception de la réalité et de la bouleverser pour le restant de votre vie. Pour l'image, vous vous apprêtez à découvrir les règles du jeu dans lequel nous vivons tous. Les anciennes civilisations, notamment égyptiennes et grecques, avaient déjà compris ces principes et nous les ont transmis à travers de nombreux textes anciens, nommés les textes hermétiques. En nous basant sur ces anciens textes hermétiques, ainsi que sur les nombreuses recherches scientifiques du Dr Joe Dispenza, transmises à travers ses ouvrages, sans oublier les recherches sur la mécanique quantique effectuées par les physiciens Niels Bohr et Werner Heisenberg durant le XXe siècle, nous allons décrypter les fondements mêmes de la réalité. Et vous allez découvrir que votre esprit semble être à la base même de cette création. N'oubliez pas de rejoindre notre communauté d'entrepreneurs motivés en vous abonnant pour ne surtout pas manquer les prochaines vidéos exclusives qui arrivent sur la chaîne, sans oublier de récupérer votre formation offerte dans la description. C'est gratuit. Avant de plonger dans l'univers quantique, efforçons-nous tout d'abord de saisir d'où viennent nos idées de la réalité et où elles nous ont amenés jusqu'à présent. Grâce à René Descartes et à Isaac Newton, durant des siècles, l'étude de l'univers a été divisée en deux catégories qui sont l'esprit et la matière. L'étude de la matière, soit le monde matériel, était considérée comme le domaine réservé de la science, car pour l'essentiel, les lois de l'univers qui gouvernent le monde extérieur pouvaient être calculées et donc être prédites. À l'inverse, le monde intérieur, soit l'esprit, était considéré comme trop imprévisible et compliqué, donc il était exclusivement réservé aux religions. Ainsi, tout ce qui concernait l'étude de la matière, soit les lois de la physique telles que nous les connaissons comme la gravité, l'espace-temps ou la relativité générale, était réservé à la science, puis ceux que l'on considérait comme inexplicables, soit le spirituel, étaient réservés aux religions. Cela a ainsi divisé le monde en deux parties, le monde matériel et le monde spirituel, soit les croyants et les non-croyants. Ensuite, parmi cette division, de nouvelles divisions se sont créées parmi les religions, ainsi que dans les sciences, chacun à la recherche de la vérité. Mais cela n'a pas été toujours le cas durant l'histoire. Durant l'époque de l'Égypte ancienne et de l'ancienne Grèce, les anciennes civilisations étudiaient et enseignaient que l'univers était basé sur le principe d'unité, où le spirituel et le matériel ne faisaient qu'un. Dans les textes hermétiques anciens, une des principales lois universelles qui fut retrouvée est le principe de mentalisme défini par le fait que le tout est esprit, l'univers est mental, soit que l'esprit est ceux qui engendrent la matière, soit plus précisément que l'univers physique tel que nous le percevons est une projection mentale de l'esprit du tout. Ainsi, le monde spirituel, soit l'esprit, et le monde matériel, soit la matière, ne faisaient qu'un. Ce n'étaient pas deux mondes divisés, mais deux mondes complémentaires ne formant qu'un, soit les deux parties opposées de la réalité. Pour en revenir à la physique classique, soit la physique newtonienne, celle-ci est donc essentiellement axée sur l'étude du fonctionnement des objets dans l'espace et le temps, incluant leurs interactions dans le monde physique et matériel. Grâce aux lois de Newton, nous pouvons donc prédire et étudier les mouvements des planètes, la vitesse d'accélération d'une pomme tombant en chute libre, ou encore la durée d'un vol en avion d'un point A à un point B. Mais la physique classique est limitée lorsqu'il s'agit d'étudier l'énergie, c'est-à-dire les actions du monde immatériel au-delà de l'espace et du temps, et le comportement des atomes, qui sont les éléments fondamentaux de tout ce qui existe dans l'univers. Ce domaine d'étude appartient à la physique quantique, soit à l'étude de l'univers quantique. Il s'avère que ce monde subatomique de l'infiniment petit, composé d'électrons et de photons, se comporte très différemment de l'environnement macroscopique, composé de planètes, de pommes et d'avions, auxquels nous sommes habitués au quotidien. Lorsque les physiciens quantiques ont commencé à observer les aspects infiniment petits d'un atome, tels que les éléments composant son noyau, ils se sont rendus compte que plus ils examinaient cet atome, moins celui-ci était clair et distinct, jusqu'à ce qu'il finisse par disparaître complètement. Selon eux, les atomes semblent composés à 99,9% d'espace vide. Mais rapidement, ils se sont rendus compte que cet espace n'est pas vide, mais composé d'énergie. Plus spécifiquement, il est composé d'une vaste gamme de fréquences énergétiques
qui forment une sorte de champ d'information invisible et interconnecté. En conséquence, si chaque atome est composé à 99,9% d'énergie, de fréquence et d'information, cela signifie que notre univers et tout ce qui le compose sont pour l'essentiel composés d'énergie, de fréquence et d'information, y compris donc notre corps, l'eau, l'air ou encore même une pomme, soit toute la matière. C'est un fait scientifique. Pour que vous ayez une compréhension plus claire de cela, regardons attentivement l'image suivante. Celle-ci nous montre que notre œil n'est capable de percevoir qu'un spectre infime de ce qu'on appelle la réalité, soit uniquement le spectre de la lumière visible, compris entre 380 et 780 nanomètres. Cela signifie donc que toutes les lumières, soit les fréquences énergétiques situées en dessous de 380 nanomètres et au-dessus de 780 nanomètres, sont imperceptibles pour nos yeux. C'est une des raisons pour lesquelles on ne voit donc pas toute la réalité, mais seulement une infime partie de celle-ci. De même, il faut savoir que scientifiquement, notre perception de la réalité, telle que nous la percevons au quotidien, est une interprétation de notre cerveau. Il faut savoir que notre corps détient 5 sens, soit le toucher, l'ouïe, l'odorat, la vue et le goût. Nos 5 sens captent des fréquences énergétiques, comme la lumière ou le son, et les transforment en signaux électriques transmis au cerveau. Le cerveau interprète ces signaux en fonction de ses expériences et connaissances, créant ainsi une perception subjective de la réalité. La perception de la réalité est donc une construction du cerveau basée sur des données sensorielles et des modèles internes, ce qui explique pourquoi la réalité peut être subjective et varier d'une personne à l'autre. Revenons-en maintenant aux atomes. Lorsque les physiciens quantiques essaient d'étudier la matière de l'atome, ils découvrent des choses vraiment troublantes. Dans le monde quantique, la matière subatomique ne se comporte absolument pas comme la matière à laquelle nous sommes habitués quotidiennement. C'est-à-dire qu'elle est loin d'adhérer aux lois de la physique newtonienne, car celle-ci semble totalement imprévisible et totalement indifférente aux frontières de l'espace et du temps. En fait, au niveau quantique, la matière est un phénomène momentané, c'est-à-dire qu'à un moment donné, elle est là, puis l'instant d'après, elle disparaît. Elle existe à l'état de probabilité plutôt que de certitude. C'est d'ailleurs l'interprétation proposée par les physiciens Niels Bohr et Werner Heisenberg en 1927, nommée l'interprétation de Copenhague, démontrant les relations d'incertitude au niveau quantique. Mais ce ne fut pas la seule découverte étonnante que firent les scientifiques sur l'univers quantique. Ils découvrirent également que, lorsqu'ils observaient des particules de matière subatomique, ils pouvaient affecter ou modifier leur comportement. La raison pour laquelle ces particules sont présentes à un moment donné puis disparaissent est que celles-ci existent simultanément dans un éventail infini de possibilités ou de probabilités à l'intérieur d'un champ quantique d'énergie invisible et infinie. C'est seulement lorsqu'un observateur concentre son attention sur un point précis d'un électron que celui-ci lui apparaît en cet endroit spécifique. S'il détourne son attention, la matière subatomique disparaît aussitôt pour se fondre dans le champ énergétique. À l'échelle humaine, lorsque nous consacrons notre attention, soit donc notre énergie en émettant une attention particulière sur une chose que l'on veut trouver dans le monde matériel, eh bien, on force une probabilité à s'engendrer, et c'est ainsi que la matière semble prendre forme. Lavoisier disait « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». L'énergie qui est notre attention, soit nos pensées et notre regard, semble émettre une fréquence particulière, soit transmettre une information invisible dans le champ quantique, donnant l'information et l'énergie nécessaires pour provoquer ce que les scientifiques appellent un effondrement de la fonction d'onde, forçant ainsi une probabilité à s'engendrer en fonction de notre intention. La phrase « effondrement de la fonction d'onde » signifie donc que l'onde, soit le champ de probabilité infini, ralentit pour devenir matière, soit une seule possibilité. Soit que le champ d'énergie et de possibilités infinies qu'est l'onde s'effondre pour laisser place à une seule probabilité, qu'est la matière. Pour mieux comprendre, regardons attentivement l'image suivante qui illustre bien ce principe. Dans le champ du point zéro, à droite de l'image, soit là où tout commence, la fréquence est extrêmement élevée et la longueur d'onde est très faible. Ensuite, petit à petit, la fréquence ralentit et la longueur d'onde augmente.
et c'est ainsi que la matière semble prendre forme. En soi, la matière est donc une forme de fréquence ralentie, nous paraissant donc presque statique à échelle humaine. En fait, notre attention, soit l'énergie que nous émanons en ayant une pensée précise, semble influencer la vibration de ce champ énergétique, le ralentissant, le forçant donc à adopter une seule probabilité, qui correspond à une vibration basse. Ainsi, en raison de cet effet d'observation, la matière physique ne peut exister ou se manifester que si nous l'observons, c'est-à-dire si nous la remarquons et lui prêtons attention. Et lorsque nous ne lui prêtons plus attention, elle disparaît et s'évanouit, retournant à l'état énergétique, soit de possibilités infinies. De la sorte, la matière est en constante transformation. Oscillant entre deux pôles, elle se manifeste à travers la matière puis disparaît sous forme d'énergie, environ 7,8 fois par seconde. Et comme l'esprit humain, en tant qu'observateur, est intimement connecté au comportement et à l'apparence de la matière, nous pourrions avancer que l'influence de l'esprit sur la matière est une réalité quantique. Une autre manière d'aborder cette problématique est la suivante. Dans le monde quantique de l'infiniment petit, l'esprit subjectif a un impact sur la réalité objective, ce qui signifie que votre esprit peut devenir matière ou exercer une influence sur la matière. Ici, nous en revenons donc au principe de mentalisme, soit que le tout est esprit, l'univers est mental, un principe issu des textes datant d'il y a bien plus de 6000 ans. Cela nous ramène également à une deuxième loi hermétique, qui est le principe de polarité, expliquant que tout est double, que tout a deux pôles, et que tous les opposés peuvent être conciliés. Dans ce cas précis, les opposés de la réalité sont le matériel et le spirituel, qui ne sont donc que les pôles opposés de la réalité, comme le pôle nord et le pôle sud, ou le chaud et le froid, qui sont les pôles opposés de la température. Il y a également une troisième loi hermétique, connue comme le principe de vibration, expliquant que rien ne repose, tout remue, tout vibre. Il semble donc que nous ne redécouvrons juste ceux qui avaient déjà été compris et enseignés il y a bien longtemps. Pour en revenir au monde quantique, comme la matière subatomique compose tout ce que nous pouvons voir, toucher et expérimenter dans notre monde macroscopique, dans une certaine mesure, nous participons, ainsi que tout ce qui constitue notre monde, à ce phénomène permanent de disparition et de réapparition. Par ailleurs, si ces particules subatomiques existent simultanément dans un nombre infini d'endroits possibles, nous sommes également soumis en quelque sorte à cette réalité. Et tout comme ces particules qui évoluent en permanence, c'est-à-dire qui existent précisément en cet instant particulier où l'observateur leur prête attention, nous sommes aussi capables de créer un nombre infini de réalités potentielles dans notre existence physique. En d'autres termes, si vous pouvez imaginer un événement futur particulier que vous voulez expérimenter dans votre vie, cette réalité existe déjà quelque part dans le champ quantique, au-delà de cet espace-temps et de ce temps, en tant que probabilité que vous pourriez observer. Lorsqu'on parle d'observation, on parle de l'observation par l'esprit, soit de l'attention que vous portez à quelque chose. On dit observation, car généralement on porte attention à ce que l'on regarde, mais donc dans ce cas-là, c'est avec l'esprit qu'il faut observer, car c'est lui qui porte l'attention de manière globale. Si votre esprit, soit vos pensées et vos sentiments, peut donc avoir un impact sur le lieu et le moment où un électron surgira du néant, vous pourriez alors exercer, du moins théoriquement, une influence sur l'apparition d'un nombre infini de possibilités que vous pouvez imaginer. Selon une perspective quantique, si vous vous observez dans un nouvel avenir spécifique qui serait différent de votre passé, si vous vous attendez à ce que cette réalité se matérialise et si vous embrassez émotionnellement ce résultat éventuel, vous évoluerez dans cette réalité future durant un certain laps de temps et vous conditionnerez votre corps à croire qu'il évolue dans cette réalité future au moment présent. Ainsi, le modèle quantique, qui explique que toutes les possibilités existent déjà en ce moment présent, nous autorise à choisir un nouvel avenir et à l'observer consciemment, jusqu'à ce qu'il devienne réalité. Sachant que l'univers tout entier est composé d'atomes, et que plus de 99,9% d'un atome est composé d'énergie et de potentialité, cela signifie que dans le monde extérieur, une multitude de possibilités existent qui pourraient nous échapper. Cependant, cela signifie également que vous pouvez aussi créer par défaut. En effet, si vous, en tant qu'observateur quantique, considérez en permanence votre vie à partir du même niveau mental,
selon le modèle quantique de réalité, vous reproduisez jour après jour la même réalité, car vous réactivez sans cesse les mêmes schémas neuronaux chaque jour, reproduisant ainsi la même énergie mentale, engendrant donc la même réalité, encore et encore. C'est pour cela que dans les anciens textes hermétiques, il y est inscrit que, je cite, « La vraie transmutation hermétique est un art mental ». Dans cet axiome, les hermétistes enseignent que le grand travail d'influencer positivement son entourage est accompli à l'aide du pouvoir mental. Puisque l'univers est complètement mental, il en résulte qu'il ne peut être conduit que par la mentalité. Ce que l'on appelle notre vie ne change donc jamais si l'on ne cesse de réactiver les mêmes circuits neuronaux, soit le fait de réaffirmer quotidiennement les mêmes pensées et sentiments. Ainsi, la répétition mentale est un principe clé pour réaffirmer une nouvelle identité, soit provoquer un changement d'état de conscience, ou ce que les hermétiques appellent une transmutation mentale. Certains textes hermétiques de l'ancienne Égypte ont pu être traduits et transcrits à travers plusieurs ouvrages, notamment le Kybalion, et voici l'un des paragraphes clés pour parvenir à effectuer une transmutation mentale. Je cite, « Pour changer votre état d'esprit ou vos états mentaux, modifiez votre vibration. Tout individu peut changer ses vibrations mentales par un effort de volonté, en fixant son attention sur l'état désirable. La volonté dirige l'attention, et l'attention modifie la vibration. Cultivez l'art de l'attention à l'aide de la volonté, et vous avez trouvé le secret de la maîtrise des sentiments et des états mentaux. » Fin de citation. L'art de se réaffirmer quotidiennement une nouvelle personnalité, un nouveau soi, une nouvelle vie, grâce à un effort de volonté, est donc la clé par laquelle vous allez pouvoir ouvrir intentionnellement la porte de votre nouvelle réalité désirée, qui peut inclure tout ce dont vous rêvez, puisque toutes les possibilités existent déjà sous forme de probabilités et n'attendent que votre attention pour se manifester. En vous concentrant davantage sur ce que vous voulez et moins sur ce que vous ne voulez pas, vous pourrez appeler dans l'existence tout ce que vous désirez et éliminer simultanément tout ce que vous ne voulez pas, en ne lui prêtant plus votre attention. Là où vous portez votre attention est là où vous investissez votre énergie. Une fois que vous concentrez votre attention, votre conscience ou votre esprit sur une possibilité quelconque, vous y investissez aussi votre énergie. En conséquence, vous aurez un impact sur la matière par votre attention ou votre observation. N'oublions donc pas que notre énergie va là où va notre attention et que nos pensées ont des conséquences telles qu'elles créent notre réalité. Si vous souhaitez passer à l'étape supérieure et changer votre vie dès maintenant, je vous ai mis en place une formation gratuite à ce sujet. Le lien est dans la description. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne sans oublier le petit pouce bleu. Votre esprit conscient ne représente que 5% de qui vous êtes. Les 95% restants sont constitués d'un ensemble d'états programmés dans le subconscient, dans lesquels le corps est devenu l'esprit. Beaucoup d'entre nous sont malheureux, ce qui se répercute sur leurs proches, car tout semble s'opposer à leurs objectifs. C'est comme si une force invisible les empêchait d'avancer, de réussir ou tout simplement d'être heureux. À partir de ce moment-là, on a envie de baisser les bras et d'abandonner. Mais ça, c'était avant d'avoir vu cette vidéo. Après des années de recherche en neurosciences sur le fonctionnement de l'esprit et du corps, vous allez découvrir la clé qui a permis à des millions de personnes de reprendre le contrôle de leur vie, de leur destin. Carl Jung disait « Rendez votre inconscient conscient, sinon il dirigera votre vie et vous l'appellerez le destin. » Et c'est justement ce que nous allons découvrir dans un instant. N'oubliez pas de rejoindre notre communauté d'entrepreneurs motivés en vous abonnant pour ne surtout pas manquer les prochaines vidéos exclusives qui arrivent sur la chaîne, sans oublier de récupérer votre formation offerte dans la description. C'est gratuit. Tout d'abord, comprenons brièvement comment fonctionne notre cerveau et l'influence qu'il a sur notre corps. Notre cerveau est un organe situé dans notre boîte crânienne, composé d'au moins 75% d'eau, renfermant environ 100 milliards de cellules nerveuses appelées neurones. Chaque cellule nerveuse ressemble à un arbre sans feuilles, doté de branches ondulées et d'un système de racines qui se connectent et se déconnectent à d'autres cellules nerveuses. Plus vous apprenez de nouvelles choses et expérimentez, plus vos neurones établissent de connexions entre elles, et plus votre conscience s'étend, un peu comme l'expansion de l'univers. Notre cerveau est plus ou moins comme un ordinateur,
où chaque neurone est doté de plus de 60 mégaoctets de mémoire vive et capable de traiter un nombre considérable de données. Au fur et à mesure que nous apprenons et expérimentons, nos neurones établissent de nouvelles connexions en échangeant entre eux des informations électrochimiques. Ces connexions sont qualifiées de connexions synaptiques, car la zone de contact fonctionnel où les cellules échangent de l'information est appelée synapse. Si l'apprentissage crée de nouvelles connexions synaptiques, la mémorisation permet de les connecter les unes aux autres. Alors que le cerveau effectue ces changements, nos pensées produisent un mélange de substances biochimiques appelées neurotransmetteurs, tels que la dopamine. Lorsqu'on allume TikTok, par exemple, et qu'on regarde une vidéo plaisante, on émet une pensée qui génère des pics de dopamine, d'où cette sensation de satisfaction qui donne envie de continuer à regarder d'autres vidéos. Mais cela fonctionne avec tout, et tout le temps, à partir du moment où nous avons une pensée. Quand nous pensons, les neurotransmetteurs situés sur l'une des branches de l'arbre neuronal traversent la frontière synaptique pour atteindre la racine d'un autre arbre neuronal. Une fois cette frontière franchie, le neurone est activé par une décharge électrique porteuse d'informations. Lorsque nous entretenons les mêmes pensées, le neurone est activé de la même manière, renforçant ainsi la relation entre les deux cellules et leur permettant de transmettre plus aisément un signal dès que ces neurones sont activés. Pour que vous ayez une image claire, imaginez que chacune de vos pensées est une fréquence contenant une information et que celle-ci se transmet à votre cerveau, qui la redistribue ensuite à votre corps. Pour la comparaison, imaginez que vous êtes dans votre voiture et que vous allumez la radio. Une antenne radio émet une fréquence. Celle-ci est interprétée par votre radio, puis votre radio la transcrit en son audible pour vous, comme une musique par exemple. Eh bien, vos pensées sont identiques. Ce sont l'information de base, qui est par la suite transmise à votre cerveau, puis envoyée à tout votre corps. Maintenant, lorsque nous entretenons les mêmes pensées, le neurone est activé de la même manière, ce qui renforce la relation entre les deux cellules et leur permet de transmettre plus aisément un signal dès que ces neurones sont activés. Ainsi, plus vous avez les mêmes pensées, plus vos réseaux neuronaux se renforcent et réalimentent ainsi la même pensée, créant un cercle vicieux. Lorsqu'une multitude de neurones sont activés à l'unisson pour soutenir une nouvelle pensée, une substance chimique supplémentaire est créée à l'intérieur de la cellule nerveuse, appelée protéine, puis cette substance migre vers le centre de la cellule, où elle s'intègre à l'ADN. Cette protéine active ensuite plusieurs gènes. Comme la fonction des gènes est de produire des protéines qui maintiennent la structure et les fonctions corporelles, la cellule nerveuse génère rapidement une nouvelle protéine. De la sorte, lorsque nous répétons une pensée ou une expérience suffisamment souvent, nos cellules cérébrales n'établissent pas seulement des connexions plus fortes entre elles, mais aussi un plus grand nombre de connexions globales qui affectent la structure physique du corps. C'est pour cela que par la simple pensée, certaines personnes sont capables de guérir de maladies incurables ou à l'inverse de se rendre malades. Car les pensées ne sont pas juste des pensées anodines, mais des informations précises qui modifient la structure physique de votre corps. Maintenant, comprenons que dans notre vie de manière générale, nous sommes remplis d'habitudes. Par jour, nous avons environ 60 000 à 70 000 pensées, et 90% d'entre elles sont parfaitement semblables à celles que nous avons eues hier. Chaque matin, nous nous réveillons du même côté du lit, puis nous déjeunons en consultant notre téléphone. Nous nous habillons pour partir au travail, et une fois arrivés, nous entretenons les mêmes discussions avec les mêmes personnes. En rentrant chez nous le soir, nous préparons à manger, et nous allons dormir, recommençant ainsi le jour suivant, encore et encore. À partir de ce moment-là, nous vivons en mode pilotage automatique. Ce n'est plus notre pensée consciente qui nous guide, mais l'ensemble des programmes automatiques que nous avons inconsciemment enregistrés en répétant les mêmes actions encore et encore. Ainsi, nous nous retrouvons coincés dans une boucle de non-évolution, un cycle qui se répète à l'infini, engendrant la même réalité encore et encore. Regardons attentivement l'image à l'écran. En entretenant les mêmes pensées, nous prenons les mêmes décisions, ce qui entraîne les mêmes actions et comportements, provoquant les mêmes expériences et ressentis, ce qui nous ramène à entretenir les mêmes pensées, relançant ainsi le cycle. Par la seule pensée, nous créons la même réalité.
Comme le disait Albert Einstein, la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Maintenant, comprenons pourquoi nous agissons ainsi et pourquoi il est si difficile de s'en détacher. Premièrement, il y a l'entourage. Je le rappelle, chaque personne est responsable d'elle-même et de ses propres choix, mais l'entourage a une influence primordiale. Si dans votre entourage, vous côtoyez des personnes qui répètent les mêmes cycles, vous allez également, par effet de mimétisme, reproduire les mêmes schémas, et ainsi de suite. Vous devez donc incarner le changement que vous voulez voir dans le monde, plutôt que de l'attendre. En apportant un changement positif en vous, vous influencerez positivement votre entourage. Le deuxième point est que très souvent, nous associons ce sentiment familier à ce que nous appelons « nous ». C'est une des raisons pour lesquelles on dit souvent « je suis stressé, c'est dans ma nature »,« j'ai toujours été peureux, c'est dans mes gènes »,« je ne suis pas fait pour réussir, c'est comme ça », ou « j'ai toujours eu peur de parler en public, je ne peux pas faire autrement ». Mais en réalité, ce n'est pas vous, ce sont l'ensemble des programmes que vous avez construits tout au long de votre vie et que vous associez dorénavant à votre identité. Clairement, nous devenons ce que nous pensons. L'être humain n'a qu'une seule limite, son imagination. Ainsi, en ayant les mêmes pensées, vous retrouvez ce sentiment familier du « moi » et vous réactivez les mêmes régions de votre cerveau, engendrant les mêmes processus biochimiques et produisant les mêmes actions et comportements, répétant la même réalité qu'hier et qu'avant-hier et qu'avant-avant-hier. Le troisième point, qui est l'un des blocages les plus reconnus, c'est la peur de l'inconnu. Lorsque vous faites l'effort de volonté d'entretenir une nouvelle pensée, cela engendre un tout nouveau cycle que vous n'avez jamais expérimenté et vous avez l'impression de sortir de votre zone de confort, ce qui vous pousse à vouloir rapidement retourner à vos anciennes habitudes. Mais c'est à ce moment-là qu'il faut lutter et franchir le cap, car ce sont les passages les plus difficiles qui mènent aux plus belles victoires. En réalité, ce passage n'est difficile qu'au début, car inconsciemment, vous avez associé le sentiment de familiarité à des actions que vous répétez quotidiennement. Cependant, vous pouvez également reprogrammer votre cerveau pour ressentir ce sentiment familier lorsque vous vous aventurez dans l'inconnu. Le médecin et psychiatre Eric Kandel a démontré qu'il faut environ 3 semaines pour que des connexions neuronales non utilisées disparaissent, soit qu'il faut environ 3 semaines pour créer une nouvelle habitude. De plus, il a prouvé que lorsque de nouveaux souvenirs se forment, le nombre de connexions synaptiques dans les neurones sensoriels stimulés double, pour atteindre le chiffre de 2600. Cependant, si l'expérience originelle d'apprentissage n'est pas répétée au fil du temps, le nombre de nouvelles connexions retombe au chiffre initial de 1300 en l'espace de 3 semaines. En bref, votre cerveau est remodelable à l'infini. On parle de neuroplasticité. Tout le monde est donc capable de reprogrammer son subconscient par un effort de volonté, en concentrant son attention sur l'état désirable. C'est-à-dire que par votre pensée consciente, vous pouvez faire l'effort de volonté d'entretenir une nouvelle pensée en lien avec votre objectif et de la mettre en application, tout en favorisant l'apprentissage, car au fur et à mesure du temps, c'est toute votre biologie personnelle qui va être modifiée, ainsi que votre réalité de manière générale. Par la simple pensée, vous êtes capable non seulement de remodeler votre cerveau et votre corps, mais également votre réalité de manière générale. On a souvent entendu dire que l'homme n'utilisait que 10% de son cerveau, et que s'il utilisait tout, il pourrait faire des choses extraordinaires. Mais en réalité, l'homme utilise tout son cerveau, mais n'utilise pas toute sa conscience. Les connexions neuronales s'établissant dans le cerveau à chaque fois que l'on apprend, expérimente et évolue, nous rendant plus conscients. On peut comparer l'expansion de notre conscience à l'expansion de l'univers. C'est un processus d'évolution. Mais la bride se trouve en nous, dans nos pensées. Si nous refusons d'ouvrir notre esprit à l'inconnu, à quelque chose de nouveau, nous refusons d'entamer le processus d'évolution et nous restons dans le domaine du connu et du prévisible. Et dans le domaine du connu, rien d'inconnu ne peut se produire, donc rien que vous n'avez pas déjà expérimenté. Alors, si vous souhaitez aller plus loin dans l'aventure et vivre des expériences nouvelles en lien avec vos rêves les plus fous, il va falloir s'ouvrir au domaine de l'inconnu pour créer la réalité dont vous rêvez. L'inconnu peut faire peur au premier abord, mais il est en réalité la seule dimension où vous pouvez inventer, car vous ne pourrez jamais créer du neuf
en vous fondant sur ce qui est connu et familier. Votre énergie va là où va votre attention. L'intention est la direction et l'émotion est l'énergie. Associez les deux et vos pensées auront des conséquences telles qu'elles créent la réalité. Comprendre comment reprogrammer son cerveau et pénétrer dans le siège de son subconscient équivaut à hacker un ordinateur et à installer n'importe quel programme à l'intérieur. Voyez votre corps comme une machine biologique composée de deux parties distinctes, votre partie consciente et votre partie inconsciente. Des études neuroscientifiques ont démontré qu'en moyenne, à l'âge de 35 ans, l'esprit conscient ne représente que 5% de qui vous êtes. Les 95% restants sont un ensemble d'états programmés dans le subconscient. Votre esprit conscient représente en soi votre logique, votre raisonnement quotidien et votre créativité. Quant à votre esprit inconscient, c'est celui dans lequel sont ancrées vos compétences, vos habitudes, vos réactions émotionnelles, vos comportements profondément ancrés, vos sentiments routiniers, vos croyances et votre perception de la réalité, soit votre paradigme. Pour faire simple, comparez votre corps à un ordinateur. Votre partie consciente est la souris et le clavier, et la partie inconsciente est l'ensemble des logiciels installés sur l'ordinateur qui dirigent et régulent son fonctionnement, le protègent des virus, le rendent rapide ou lent, etc. Donc en soi, notre partie subconsciente est celle qui a le plein pouvoir sur notre corps. Mais comme avec l'ordinateur, celui qui possède la souris et le clavier peut installer de nouveaux logiciels comme des antivirus, apprendre à hacker Internet, installer de nouveaux logiciels et améliorer les programmes. Pour ce faire, celui-ci doit apprendre à se servir de l'ordinateur. Eh bien, pour le corps humain, cela fonctionne de la même manière. Via votre partie consciente, qui représente la souris et le clavier de l'ordinateur, vous pouvez apprendre à pénétrer dans la partie inconsciente de votre corps afin de reprogrammer vos schémas inconscients. Prenons l'exemple de l'hypnose. Pour hypnotiser quelqu'un, il faut que cette personne soit suggestible. Regardons attentivement l'image suivante à l'écran. Sur celle-ci, on voit que le corps est géré par l'esprit. Cet esprit est divisé en deux parties, soit la partie consciente et la partie inconsciente. Ces deux parties sont séparées par ceux qu'on appelle l'esprit analytique. C'est en soi la barrière entre votre partie consciente et votre partie inconsciente. Pour la comparaison, c'est comme si vous aviez l'habitude de naviguer sur Internet, mais que maintenant, vous vous apprêtiez à plonger à l'intérieur de l'algorithme qui programme Internet. Lorsqu'on parvient à pénétrer dans la partie subconsciente de l'esprit, en franchissant la barrière de l'esprit analytique, on accède au système de contrôle du corps, à tous les ensembles d'états programmés, aux automatismes de régulation du corps tels que les battements cardiaques, les réactions émotionnelles, les croyances, les habitudes, la perception, etc. Revenons-en donc à l'hypnose et son fonctionnement. Pour hypnotiser une personne, l'hypnotiseur doit donc parvenir à franchir la barrière de l'esprit analytique pour parler directement avec l'esprit inconscient du corps. L'esprit analytique est votre partie consciente qui analyse tout en permanence, qui raisonne et qui se questionne. Il faut donc endormir cette partie analytique et faire en sorte que l'individu ne se pose plus de questions. C'est pour cela que plusieurs exercices sont mis en place, comme la pendule devant les yeux du patient, afin que celui-ci soit hypnotisé, et donc qu'en soi il arrête d'analyser. Une fois que la personne n'analyse plus l'environnement autour d'elle, elle devient suggestible. À partir de ce moment-là, le patient qui aura endormi sa partie analytique sera à l'écoute de l'hypnotiseur, c'est-à-dire que sa partie inconsciente obéira aux ordres de l'hypnotiseur comme si c'était les siens. C'est ainsi que l'hypnotiseur peut parvenir à ordonner au corps qu'à partir de maintenant, la personne sera à l'aise à l'idée de parler à l'oral, ou que celle-ci ne soit plus jalouse, et même parvenir à faire des miracles, tels que la guérison. Mais maintenant que vous avez compris le principe, l'hypnotiseur sera vous-même, avec vous-même. Vous pouvez tout à fait parler vous-même avec votre partie inconsciente, et c'est d'ailleurs ce que l'on fait en permanence. Mais cette fois-ci, nous allons voir comment le faire consciemment, afin de reprogrammer notre subconscient pour guérir. Alors je tiens à préciser que certaines maladies peuvent être dues à l'environnement extérieur ou à des accidents,
Mais il y en a également énormément qui sont dus à une partie inconsciente de nous-mêmes. Dans tous les cas, apprendre à reformater sa partie inconsciente dans le bon sens ne peut qu'améliorer les choses. Beaucoup d'études scientifiques ont été faites à ce sujet, notamment l'effet placebo, qui a montré que l'effet placebo est dû au fait d'envisager une possibilité de guérison potentielle, ce qui pousse le patient à adopter une nouvelle croyance profonde qui reprogramme ainsi sa partie inconsciente et pousse celle-ci à activer de nouveaux gènes, comme la régénération cellulaire et l'augmentation du système immunitaire. Une autre étude issue du livre « Devenir superconscient » du Dr Joe Dispenza a prouvé que lorsqu'un individu ressent des émotions supérieures telles que l'amour, la joie et la gratitude, ne serait-ce que 10 minutes par jour, il augmente son taux d'immunoglobuline A de 49,5% qui est un anticorps surpuissant, responsable des défenses immunitaires. Et de plus, cela diminue de 16,25% le taux de cortisol, soit l'hormone du stress. Les émotions ont un réel impact sur la biologie du corps, puisqu'elles sont le fruit de la pensée. Par exemple, une expérience très intense issue de notre réalité externe s'imprimera dans les circuits cérébraux et marquera le corps sur le plan émotionnel. En conséquence, le cerveau et le corps vivent dans le passé, et l'événement affecte notre état d'être, ainsi que notre perception de la réalité, et nous ne sommes plus la même personne. Dans le livre « Le placebo, c'est vous » du Dr Joe Dispenza, celui-ci explique qu'il y a eu de nombreuses situations et sujets d'études qui ont par exemple montré que certaines personnes ont perdu la vue après avoir vu quelque chose de traumatisant. Ce qu'il s'est passé, c'est que ces personnes ont vu des choses atroces durant des périodes de guerre, comme l'exécution de leurs proches, et suite à cet événement horrible, leurs corps n'ont plus voulu voir. Après l'analyse, leurs yeux étaient en parfait état ou très corrects, mais les individus en question ne voyaient tout de même pas. Ce qu'il s'est passé biologiquement, c'est que la forte réaction émotionnelle due à cette vision d'un événement horrible a clairement donné l'information au corps qu'elle ne voulait plus voir, reprogrammant ainsi leur partie inconsciente de cette façon. Dans d'autres pays, il y a également le cas de certaines tribus capables de marcher sur le feu sans avoir de brûlure, ou même de manger du verre sans en être impactés biologiquement. Le point commun qu'ont toutes ces tribus, c'est qu'ils ne se posent pas la question de si le feu va les brûler ou non. Ils n'ont aucun doute sur le fait que celui-ci ne les affectera pas. Par la pensée, ils semblent activer des gènes qui surpassent la compréhension scientifique moderne du corps humain. Les scientifiques qualifient que sur les 100% de notre ADN, 98,5% est de l'ADN poubelle, soit qu'il ne semble pas répondre à un but précis. Pourtant, il semble évident que la nature n'aurait pas disposé toute cette information codée dans nos cellules, en attente d'être lue, sans nous donner la possibilité de créer un certain type de signal nous permettant de la déverrouiller, puisqu'après tout, rien ne se perd. Se pourrait-il que notre propre énergie et notre propre conscience soient justement ceux qui permettent de créer le type de signal le plus approprié en dehors des cellules pour nous permettre de puiser dans ce vaste bassin de potentialités? Il faut savoir que de manière générale, nos cellules reçoivent des instructions chimiques de l'intérieur et qu'elles adaptent notre corps en conséquence. Par exemple, comme nous l'avons vu précédemment, un fort événement extérieur peut s'inscrire neurologiquement dans le cerveau, engendrant une forte émotion qui s'inscrit dans notre corps et modifiant ainsi notre biologie. Maintenant, comprenons que nous pouvons faire cela sans besoin d'attendre l'arrivée d'un quelconque événement extérieur. Par la simple pensée, nous pouvons tout imaginer et ressentir. Comme nous l'avons vu, un hypnotiseur peut pénétrer dans le siège de votre subconscient. Mais ça, vous pouvez apprendre à le faire vous-même, en méditant. La méditation est une pratique qui consiste simplement à se concentrer sur soi-même. Vous n'êtes pas obligé d'adopter la position du lotus. Vous pouvez la pratiquer allongé, assis, mais l'objectif est simplement de plonger à l'intérieur de soi-même, en lâchant prise sur l'environnement extérieur. En fait, le but de la méditation, c'est que votre environnement intérieur soit plus réel que votre environnement extérieur. Par exemple, vous pouvez un soir vous allonger dans votre lit, puis simplement lâcher prise sur tout. C'est-à-dire que mentalement, détendez-vous, lâchez prise et ne pensez plus à rien. En quelque sorte, vous lâchez prise sur la personne que vous pensez être.
sur vos croyances, sur votre perception de la vie, sur ce que vous avez à faire demain. En bref, vous lâchez prise sur tout. Au bout de 15 à 30 minutes, vous allez être pleinement détendu et votre attention sera pleinement tournée sur votre monde intérieur. Lorsque c'est le cas, c'est-à-dire que vous avez franchi la barrière de l'esprit analytique. En soi, vous vous êtes auto-hypnotisé et votre conscience se trouve donc dans votre partie inconsciente. Et c'est maintenant que vous pouvez procéder à des changements, car vous avez franchi la barrière de l'esprit analytique, donc votre inconscient vous écoutera, puisque votre conscience est parvenue à pénétrer là où il réside. Et souvenez-vous, l'énergie va là où va votre attention. Si toute votre attention s'est détachée de votre monde extérieur, c'est-à-dire qu'elle est tournée vers votre monde intérieur, soit que toute votre énergie est à votre disposition pour créer des changements dans votre réalité intérieure. Maintenant, retenons bien ce point important que je vous conseille de noter. En lisant et en pratiquant, il y a effectivement 2 critères indispensables pour manifester un changement. Et ces 2 critères sont l'intention forte et l'émotion supérieure. Votre intention, ça va être la pensée qui donne l'instruction, comme par exemple « J'aime parler à l'oral, je guéris, je suis en bonne santé, je suis riche, je suis confiant ou je réussis tout ». Ensuite, l'émotion forte va être l'énergie qui va porter votre intention. C'est l'énergie qui va contenir et alimenter cette information pour qu'elle se concrétise. Donc plus votre émotion est forte lorsque vous émettez votre intention, plus vous créez d'énergie pour manifester votre pensée. C'est vraiment la combinaison des 2 qui manifeste un changement. Voici un exemple. Aujourd'hui, j'ai pris la ferme décision que désormais, je voulais réussir et que j'allais parvenir à effectuer ce changement dans ma vie. Un soir, je me mets donc à méditer en m'allongeant sur mon lit. Au bout de 30 minutes, je me retrouve donc dans cet état de paix intérieure, entièrement détaché du monde extérieur. Je suis juste conscient et c'est agréable. Dans cet état méditatif, ou d'auto-hypnose, j'émets donc l'intention suivante. Je suis quelqu'un qui réussit tout. Et en même temps que j'ai émis cette pensée, je ressens une émotion immense de gratitude, comme si je venais de libérer ma pensée et que celle-ci était déjà réalisée. Je lâche prise sur celle-ci en ressentant déjà l'émotion qu'elle s'est réalisée, et ça y est, c'est fait. Quotidiennement, je replonge dans cette émotion en la vivant intérieurement, persuadé que celle-ci s'est déjà réalisée, ce qui est réellement le cas. En fait, comme lorsqu'on prie ou demande un miracle, on émet une intention si claire avec une telle émotion de gratitude en lâchant prise sur celle-ci, qu'elle se concrétise réellement, car vous ne vous posez pas la question de si oui ou non elle va se réaliser. Vous êtes persuadé que celle-ci est déjà réalisée, comme si votre souhait avait déjà été entendu, et que maintenant, il fallait laisser les choses se mettre en place dans la réalité, sous forme de synchronicité, pour que votre désir se manifeste. La glande pinéale est un supraconducteur cristallin qui envoie et reçoit des informations grâce à la transduction de signaux vibratoires énergétiques et qui les convertit en images riches de sens au niveau des tissus biologiques, de même qu'une antenne capte différentes fréquences et les convertit en diverses chaînes apparaissant sur un écran de télévision. Lorsqu'un individu parvient à activer sa glande pinéale et que cette minuscule antenne cérébrale est déployée, alors là, sa vie change du tout au tout. Et l'individu s'ouvre à une toute nouvelle réalité. Avant de commencer, n'oubliez pas de rejoindre notre communauté d'entrepreneurs motivés en vous abonnant à la chaîne pour ne surtout pas manquer les prochaines vidéos exclusives qui arrivent sur la chaîne, sans oublier de récupérer votre formation offerte dans la description, c'est gratuit. Pour ceux qui ne le connaissent pas, le Dr Joe Dispenza est un neuroscientifique de renom, ayant écrit de nombreux ouvrages, notamment le livre « Devenir super conscient ». Dans celui-ci, que j'ai lu en détail, il y révèle de nombreux secrets connus des civilisations anciennes que très peu de personnes connaissent, mis à part certains mystiques. Contrairement à beaucoup de vidéos au sujet du troisième œil, vous allez comprendre que cela n'a rien de magique, mais que c'est uniquement de la physique et de la chimie, soit une compréhension plus approfondie du fonctionnement de notre propre corps et du monde dans lequel nous vivons au quotidien. Alors prenez des notes, car cette vidéo va changer votre vision de la vie de manière générale. Tout d'abord, qu'est-ce que la glande pinéale? La glande pinéale, qui est souvent appelée le troisième œil,
est une petite glande de la forme d'une toute petite pomme de pin, située au centre de notre cerveau. Mais ce qui nous intéresse, c'est que cet organe agit en quelque sorte comme une petite antenne, qui, une fois activée, nous permet de percevoir des choses en dehors de notre réalité. Je le rappelle, ce n'est pas de la magie, mais de la chimie. Quand je parle de capter des choses en dehors de notre réalité, je parle en dehors de la réalité vécue quotidiennement, avec nos sens, soit le goût, le toucher, l'ouïe, la vue et l'odorat, soit la réalité physique perçue par nos sens. Il faut savoir que la réalité qu'on perçoit au quotidien n'est que le spectre de la lumière visible, soit qu'une infime partie de ce qu'on pourrait appeler la réalité. C'est-à-dire que notre œil ne perçoit qu'une gamme infime de lumière comprise entre 380 nanomètres et 780 nanomètres. Tout ce qui est en dessous de cette gamme n'est pas visible par nos yeux, ni tout ce qui se situe au-dessus, soit par exemple les ultraviolets, les infrarouges, les rayons X, les rayons gamma, ou même tout simplement les ondes radio qui sont partout autour de nous. Nous savons qu'elles existent puisque nous les utilisons au quotidien, à travers notre téléphone, notre Wi-Fi et notre radio. Elles véhiculent des informations, mais nous ne les percevons pas pour autant. Pourtant, nous savons qu'elles existent. Mais alors, comment voir ce qui se trouve en dehors de notre vision? Eh bien, c'est ici qu'entre en jeu la glande pinéale. Une fois activée, celle-ci va capter des signaux extérieurs, des lumières invisibles à nos yeux, et les convertir de sorte à nous les retransmettre en images réelles, comme notre œil le fait avec la lumière visible. Si cela vous paraît flou pour l'instant, vous allez bientôt comprendre. Au réveil le matin, quand vous regagnez le monde des sens, dès que votre œil perçoit la lumière à travers l'iris, des récepteurs dans le nerf optique envoient un signal dans une partie de votre cerveau appelé le noyau suprachiasmatique. Puis le signal est transmis à la glande pinéale, qui réagit en produisant de la sérotonine, un neurotransmetteur vous éveillant. Les neurotransmetteurs sont des messagers chimiques qui communiquent des informations aux neurones. La sérotonine informe votre corps qu'il est temps de se réveiller et de commencer votre journée. Tandis que vous intégrez des informations en provenance de tous vos sens, afin de donner un sens à votre réalité intérieure et extérieure, la sérotonine stimule vos ondes cérébrales, qui passent de delta à theta, puis à alpha, puis enfin à bêta, ce qui vous permet de reprendre conscience de votre corps physique dans l'espace et le temps. Pour faire simple, quand votre cerveau est en onde bêta, votre attention se tourne essentiellement vers votre environnement extérieur, soit votre corps et le temps, ce qui est tout à fait normal. À l'inverse, lorsque votre cerveau passe en onde delta, votre attention se tourne vers votre monde intérieur, les rêves et les expériences que l'on pourrait qualifier de mystiques. Mais maintenant, lorsque la nuit tombe et que survient l'obscurité, il se produit un processus similaire, mais inversé. L'inhibition de la lumière envoie un signal à la glande pinéale en suivant le même trajet. Mais cette fois-ci, la glande pinéale transforme la sérotonine en mélatonine, qui est un neurotransmetteur vous préparant à la nuit. La sécrétion de mélatonine va ralentir vos ondes cérébrales, qui passent de bêta à alpha, ce qui vous fait somnoler et vous donne une sensation de fatigue, vous donnant moins envie de penser ou d'analyser. Vos ondes cérébrales ralentissent. Vous avez davantage envie de porter votre attention sur votre monde intérieur plutôt que sur le monde extérieur. Enfin, quand votre corps s'endort et se met au repos, vos ondes cérébrales passent d'alpha à theta, puis à delta, ce qui induit des périodes de rêve et de sommeil profond et régénérateur. Nous voyons donc que notre quotidien est régulé par ce qu'on appelle les rythmes circadiens, soit les cycles naturels de jour et de nuit. Et nous en avons tous déjà fait l'expérience, mais lorsque nous ne respectons pas ces cycles, nous sommes plus fatigués et nous ne nous sentons pas bien, comme suite à un décalage horaire par exemple. Tout ce processus est donc lié à des substances chimiques produites sous l'effet de nos interactions avec le monde extérieur, liées à la réaction de nos yeux au soleil et à la fréquence de la lumière visible. Maintenant, que se passerait-il si vous parveniez à capter des fréquences au-delà de la lumière visible? C'est-à-dire, comment réagirait votre corps si les informations qu'il recevait provenaient d'un nouveau spectre de lumière? Quelles molécules créerait-il? Quelles expériences vivriez-vous intérieurement? Eh bien, il réagirait en créant de nouvelles molécules, du moins en transformant certaines molécules en des molécules plus rares
qui vous ferait vivre des expériences qu'on pourrait qualifier de mystiques, voire même votre spectre de la réalité s'ouvrirait davantage et vous parviendriez à observer des choses que vous n'auriez jamais vues auparavant. Car vous ne vous serviriez plus juste de vos yeux pour voir, mais de vos yeux et de votre glande pinéale. Soit en bref, au lieu de capter simplement la lumière visible, vous parviendriez à capter un spectre de lumière bien plus large et vous activeriez ce que le docteur Joe Dispenza appelle la superconscience. D'ailleurs, je vous recommande son livre « Devenir superconscient » si vous ne l'avez pas déjà lu. Maintenant, analysons comment ce processus chimique a lieu en détail. Il faut savoir que la mélatonine induit le sommeil paradoxal suite au rythme circadien, ce qui provoque donc le rêve. Quand nos pensées et nos bavardages mentaux diminuent pour laisser place au sommeil, puis à l'état onirique, le cerveau commence à percevoir intérieurement des images et des symboles, et nous entrons dans une période de rêve. Mais voyons comment la mélatonine est-elle créée. Comme le disait Antoine Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est la loi de la conservation des masses lors du changement d'état de la matière, c'est-à-dire que rien ne se crée, mais que tout se transforme, et c'est également le cas avec la mélatonine. À l'origine de la mélatonine, il y a un acide aminé essentiel, qui est le L-tryptophane, soit la matière première à partir de laquelle sont fabriquées la sérotonine et la mélatonine. Pour que celui-ci soit converti en mélatonine, il doit subir une série de changements chimiques appelés méthylation. Mais voyons le processus complet, de la fabrication de la sérotonine jusqu'à celle de la mélatonine. Au départ, la glande pinéale transforme le L-tryptophane en 5-hydroxytryptophane, qui devient ensuite la sérotonine, suite à l'exposition à la lumière du jour. Ensuite, par l'intermédiaire d'une autre réaction chimique, la glande pinéale convertit la sérotonine en N-acétylsérotonine, puis une réaction supplémentaire la transforme en mélatonine, suite à l'arrivée de la nuit. Si je vous explique tout cela, c'est parce que vous devez comprendre ça pour saisir la suite, car cela a toute son importance. Les scientifiques ont d'ailleurs découvert qu'il existe une corrélation. Quand le taux de cortisol augmente, celui de la mélatonine baisse. Ainsi, lorsque le stress augmente, la production de mélatonine ralentit, ce qui explique pourquoi on a du mal à dormir quand on est anxieux. Si l'on remonte à la préhistoire, cela est logique. Par exemple, si vous étiez poursuivi par un prédateur, l'intelligence innée de votre corps chercherait à vous éviter de vous endormir, afin de ne pas devenir une proie. Ainsi, dans des situations de stress, la survie est plus importante que le sommeil et la régénération. Mais à l'heure actuelle, l'anxiété provient davantage du stress chronique, lié aux préoccupations quotidiennes telles que le travail, les problèmes d'argent, etc. Le problème d'anxiété ne vient donc plus de l'extérieur, comme la vue d'un prédateur, mais de l'intérieur et de votre perception du monde. C'est ici toute l'importance de travailler sur son monde intérieur, afin de pouvoir refaçonner son monde extérieur, car celui-ci dépend en grande partie de votre paradigme, c'est-à-dire du prisme à travers lequel vous percevez le monde, comprenant vos croyances profondes, vos émotions et vos pensées. Comprenez qu'il faut tout autant prendre soin de son esprit que de son corps, car l'un ne va pas sans l'autre. Maintenant, approfondissons un peu plus et voyons comment activer cette fameuse glande pinéale. Dans un article paru en 2002, intitulé « New Crystal in the Pineal Gland », un chercheur a découvert le fait suivant, je cite, « La glande pinéale est un transducteur neuro-endocrinien sécrétant la mélatonine et responsable du contrôle des rythmes circadiens. Une nouvelle forme de biominéralisation a été étudiée dans la glande pinéale humaine et consiste en de petits cristaux de longueur inférieure à 20 microns. Ces cristaux, en raison de leur structure et de leurs propriétés piézoélectriques, sont à l'origine d'un mécanisme de transduction électromécanique et biologique de la glande pinéale. » Fin de citation. Pour simplifier, il faut retenir que la glande pinéale possède des propriétés piézoélectriques et est un transducteur. L'effet piézoélectrique consiste à appliquer une pression à certains matériaux, comme avec un briquet piézoélectrique, où il faut exercer une pression avec votre doigt pour activer l'étincelle et ainsi faire jaillir la flamme. Donc pour la glande pinéale, cela signifie qu'il faut exercer une pression dessus pour qu'elle s'active. Pour expliquer plus clairement, la glande pinéale contient des cristaux de calcite,
composés de calcium, de carbone et d'oxygène. Et en raison de leur structure, cet effet piézoélectrique s'applique à eux. Ainsi, telle une antenne de télévision, la glande pinéale peut s'activer électriquement et générer des champs électromagnétiques permettant d'accéder à des informations. De même qu'une antenne émet une vibration correspondant à la fréquence d'un signal entrant, la glande pinéale reçoit des informations au moyen de champs électromagnétiques invisibles à l'œil nu. Pour le second point, un transducteur est tout ce qui reçoit un signal sous une forme énergétique et le convertit en un signal sous une autre forme. Si vous regardez autour de vous, vous verrez que là où vous vous trouvez, il y a sûrement une télévision, un poste radio et des ondes Wi-Fi, qui sont autant de fréquences différentes associées à une énergie électromagnétique invisible à l'œil nu, mais bel et bien existante tout de même. Par exemple, le signal transmis par des fréquences à votre télévision est traduit par un transducteur en une image qui apparaît sur votre écran. Et comme nous l'avons vu précédemment, la glande pinéale est un transducteur. Cela signifie que, comme pour votre télévision, votre glande pinéale est capable de recevoir des informations extérieures sous forme de fréquences invisibles à l'œil nu et de les convertir en images visibles pour vous. Si vous avez du mal à imaginer comment voir sans les yeux, pensez simplement à vos rêves. Dans les rêves, nous sommes capables de voir, de toucher, de sentir et d'expérimenter tout autant, voire plus que dans la réalité. Alors que nous rêvons et que nous ne nous servons d'aucun de nos sens habituels. Pourtant, cette réalité nous paraît tout autant réelle. C'est ici que j'en reviens au fait que le cerveau n'est pas capable de faire la différence entre une expérience réelle et une expérience de pensée, lorsqu'on y intègre des émotions. Maintenant, j'aimerais qu'on approfondisse un point clé qui est « Quelle fréquence pourrais-je capter avec ma glande pinéale qui sortirait de l'ordinaire ?» Eh bien, la réponse se trouve dans le monde quantique, dans le champ unifié, soit le champ des possibles. Dans la vie quotidienne, nos sens nous permettent de capter notre réalité sensorielle habituelle. Mais dès lors qu'on active sa glande pinéale, celle-ci se branche sur des dimensions spatio-temporelles supérieures, hors de l'espace-temps. Cela peut paraître étrange ou bizarre pour l'instant, mais voyons cela de plus près. J'ai déjà fait plusieurs vidéos à ce sujet, mais lorsque l'on remonte dans la matière, c'est-à-dire lorsque l'on la décompose à son niveau le plus petit, on obtient l'atome. Longtemps, les scientifiques pensaient que l'atome était représenté par des électrons gravitant autour d'un noyau de manière prévisible, tels des planètes qui gravitent en orbite autour des étoiles. Mais après plusieurs recherches plus poussées par des physiciens, notamment suite à la découverte du principe d'incertitude faite par Werner Heisenberg et Niels Bohr, ils se sont rendus compte que le monde quantique, soit les électrons gravitant autour du noyau de l'atome, semblait ne pas du tout être régi par les mêmes lois de la physique telles que nous les connaissons à l'échelle humaine, soit la notion de temps par exemple. C'est-à-dire que l'atome, composé d'un noyau central et d'électrons gravitant autour dans un champ d'énergie et de fréquence, semblait tout d'un coup être là, puis plus là. Il était impossible de prédire où et quand un électron apparaîtrait. C'est ici qu'ils ont fini par découvrir que la particule de matière qu'est l'électron ne semblait pas exister tant qu'il n'y avait pas d'observateur, soit tant qu'un observateur ne lui avait pas accordé son attention, soit son énergie. Car l'atome est constitué à 99,9% d'énergie et d'information, et l'infime pourcentage restant représente en soi la matière de l'atome. Soit l'atome est composé à 99,9% d'énergie, et seulement qu'une infime partie de matière. Et cette matière ne semble pas se former à partir du moment où on ne lui accorde pas notre attention, soit notre énergie. Pour faire simple, c'est comme si toutes les possibilités infinies existaient simultanément dans ce champ d'énergie quantique, et que c'est uniquement à partir du moment où un observateur cherche quelque chose dans le monde matériel, qu'il force ce champ d'énergie à s'effondrer et à laisser place à la particule de matière qu'est l'électron. Les scientifiques appellent cela un effondrement de la fonction d'onde. C'est-à-dire que ce champ d'énergie où existent toutes les possibilités infinies sous forme d'onde engendre une probabilité qui s'effondre pour laisser place à une seule probabilité, engendrée par l'attention de l'observateur. C'est-à-dire qu'en cherchant quelque chose de précis via notre attention, soit notre énergie émise, on force une réalité à se manifester dans la matière. En quelque sorte, l'attention de l'observateur force une réalité parmi tant d'autres à s'engendrer,
soit on force une particule à choisir un état, à adopter une possibilité. Si cela vous paraît étrange, je vous invite à regarder mes dernières vidéos où j'explique davantage ce sujet. Mais c'est un point important à retenir, puisque lorsque l'on prend conscience que tout existe déjà dans l'univers quantique, soit ce que l'on appelle aussi le champ des possibles, on comprend que l'on peut manifester n'importe quelle réalité que l'on souhaite, puisque tout existe déjà. Et c'est là pour moi qu'il ne faut pas se perdre. Il ne faut pas négliger notre corps, ni notre mental, il faut unir les deux. Car c'est en apprenant à maîtriser notre corps que nous parvenons à nous ouvrir à de nouvelles réalités. Et quand je parle de nouvelles réalités, c'est encore une fois un processus chimique qui a lieu dans notre cerveau. Comme nous l'avons vu, la glande pinéale est capable de transformer la sérotonine en mélatonine suite au coucher du soleil, ce qui provoque en nous un effet d'apaisement. Mais cette même glande pinéale, une fois stimulée, est capable de libérer d'autres métabolites, capables de transformer la mélatonine en nouvelles molécules, provoquant d'autres effets. En fait, il faut savoir que cette petite glande pinéale située au centre du cerveau est entourée d'un système ventriculaire où un liquide nommé le liquide céphalorachidien le traverse. Lorsque vous allez respirer d'une certaine manière, nous le verrons par la suite, vous allez pouvoir comprimer ce liquide entourant votre glande pinéale, ce qui va exercer une pression sur votre glande pinéale, stimulant les poils qui sont à ses extrémités, et c'est ainsi qu'elle va libérer ses métabolites. Les métabolites libérés permettent de créer une version améliorée de la mélatonine, et c'est cela qui fait des miracles. Le docteur Joe Dispenza a découvert que lorsque la glande pinéale est éveillée, sous l'effet des fréquences élevées qu'elle capte, ces dernières modifient la structure chimique de la mélatonine. Plus la fréquence est haute, plus la transformation est importante. C'est cette transformation des informations captées en structure chimique qui vous prépare à des expériences mystiques. Et ces expériences mystiques que vous vivrez s'inscrivent dans vos réseaux de neurones, créant un élargissement de la conscience. En somme, vous devenez plus complet. Vous devenez super conscient. Cette glande pinéale est comme une alchimiste, transmutant la mélatonine en neurotransmetteur radio, capable de vous faire vivre des expériences hors du commun. Voici une brève image montrant la production d'autres métabolites à partir de la mélatonine. Par exemple, à l'arrivée du jour, se crée la sérotonine. Ensuite, à l'arrivée de la nuit, la sérotonine se transforme en mélatonine. Et cette molécule de mélatonine peut être transformée en d'autres molécules. Quand des fréquences supérieures, soit des états de conscience élevés, interagissent avec la glande pinéale, l'une des premières choses qui se passe est que ces fréquences transmutent la mélatonine en molécules chimiques appelées benzodiazépines. Ces molécules sont des hypnotiques à partir desquelles on crée par exemple le Valium et qui ont la propriété d'anesthésier le mental analytique. Ainsi, tout d'un coup, le cerveau pensant se détend et cesse de tout décortiquer. En s'appuyant sur des IRMF, les chercheurs ont constaté que les benzodiazépines éliminent toute activité neuronale dans l'amygdale, centre de survie du cerveau. Cela limite l'action des molécules chimiques provoquant la peur, la colère, l'agitation, la tristesse ou encore la douleur. Votre corps se sent donc détendu, mais votre esprit reste lucide. Et c'est ainsi que, lucidement, vous pouvez faire des expériences mystiques, car une fois votre glande pinéale activée, elle peut transformer la mélatonine en d'autres substances chimiques, provoquant chacune des effets différents. En fait, en temps normal, nous captons la lumière du jour ou l'obscurité, donc notre cerveau crée soit de la sérotonine, soit de la mélatonine, provoquant les effets que vous connaissez déjà. Maintenant, lorsqu'on active notre glande pinéale, on perçoit de nouvelles lumières, de nouvelles fréquences énergétiques, et notre glande pinéale perçoit ainsi de nouveaux signaux qu'elle convertit en nouvelles molécules, provoquant ainsi de nouvelles expériences. Mais ça, ce n'est pas nouveau. Les anciennes civilisations, notamment égyptiennes, l'avaient déjà comprise. Le cerveau est doté de deux hémisphères. En le coupant en deux par le milieu, on s'aperçoit que l'ensemble formé par la glande pinéale, le thalamus, l'hypothalamus, la glande pituitaire et le corps calleux, dévoile une ressemblance frappante avec l'œil d'Horus. Il symbolise une vision claire, soit une conscience élargie. Les Égyptiens devaient connaître l'importance du système nerveux autonome et avoir conscience qu'en activant la glande pinéale, ils pouvaient pénétrer dans l'au-delà, c'est-à-dire dans d'autres dimensions.
Dans l'Égypte ancienne, l'œil d'Horus représente un système de quantification fractionnaire permettant de mesurer différentes parties d'un tout. En mathématiques, on parle de la suite de Fibonacci. C'est une formule mathématique apparaissant partout dans la nature, soit dans les tournesols, les coquillages, l'ananas, la pomme de pin ou encore la structure des galaxies. Cette suite est également associée au nombre d'or. La suite de Fibonacci se caractérise par le fait que tout nombre de cette suite est la somme des deux précédents. Si vous superposez cette formule au cerveau et que vous le divisez en carrés selon la logique de cette suite, vous obtenez une forme fractale, c'est-à-dire une structure sans fin qui se reproduit à chaque échelle, comme dans le chou romanesco. Quand on commence au niveau de la glande pinéale, on obtient par cette formule la structure exacte du cerveau. Ainsi, la glande pinéale semble être au centre même du cerveau, le cœur même de l'ouverture de la conscience. Donc bien qu'il faille travailler dans le monde extérieur, il ne faut pas négliger pour autant le monde intérieur, car c'est intérieurement que réside la clé pour comprendre le monde extérieur. Quotidiennement, nous influençons et sommes constamment influencés par nos proches, nos amis et les personnes que nous côtoyons. De même que les problèmes financiers, les problèmes de santé, nos relations ainsi que toutes nos expériences extérieures quotidiennes ont une influence sur notre état psychologique. Ainsi, il est indispensable d'aligner tout dans le même sens, afin d'être bien intérieurement comme extérieurement. Par exemple, des problèmes d'argent pourraient vous pousser à ne pas avoir assez de temps pour travailler sur vous-même, ou vous mettre en période de stress constant. C'est pour cette raison qu'il est tout aussi important de travailler sur l'amélioration de votre monde extérieur, soit pour devenir libre financièrement, faire le métier dont vous rêvez, faire ce que vous avez vraiment envie de faire, et surtout faire des choix en accord réel avec vos valeurs profondes. C'est ainsi qu'il est indispensable de résoudre ces problèmes extérieurs, afin de vous débarrasser des choses qui vous empêchent de vous réaliser pleinement. C'est ici que commence le travail intérieur, car rappelez-vous, la réalité intérieure est le reflet de votre monde extérieur. À partir du moment où vous vous sentirez illimité, vous deviendrez illimité. De nombreuses enquêtes ont été menées à ce sujet, et de nombreuses personnes qui ne réussissaient pas avaient des croyances ancrées en elles du type « l'argent, c'est mal »,« je ne suis pas fait pour avoir de l'argent, je ne suis pas né dans la bonne famille »,« je ne peux pas réussir, je n'ai pas les compétences pour »,« les autres doivent savoir des secrets que je ne connais pas », ou même « le sort s'acharne sur moi, je n'arriverai jamais à rien, je ne peux pas changer, je suis fait ainsi ». Eh bien, s'il y a bien une chose qui est sûre, c'est que tout le monde peut changer et que personne n'est fait de telle ou telle manière. Le champ des possibles est ouvert à tout le monde, et bien que certaines personnes naissent avec des avantages, est-ce une raison pour s'abandonner? Le parcours n'est-il pas encore plus incroyable si une personne partie de rien parvient à réussir? Si vous faites cela, vous serez une inspiration pour les autres. Gandhi disait « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde ». Une fois que vous avez pris conscience que tout est possible, il va falloir se connecter à ce champ des possibles, et c'est tout le rôle de votre glande pinéale. Pour ce faire, le processus va se dérouler de la manière suivante. Il va falloir faire monter son énergie située dans les centres de survie, soit les 3 premiers centres énergétiques du corps humain, jusqu'à votre glande pinéale située au centre de votre cerveau. Les civilisations d'antan savaient quelque chose. De même que de nombreuses cultures, notamment chinoises, l'utilisent en médecine, c'est que le corps humain détient 8 centres énergétiques, qu'on appelle aussi chakras, qui sont simplement des centres d'énergie véhiculant des informations nécessaires au corps. Le premier centre énergétique se situe au niveau des organes sexuels, le second derrière le nombril, le troisième se trouve au niveau du creux de l'estomac, le quatrième se situe juste derrière le sternum, le cinquième se situe au centre de la gorge, le sixième est situé dans l'espace entre la nuque et l'arrière de la tête, soit là où se situe la glande pinéale, le septième se situe au milieu de la tête, et le dernier est situé à environ 40 cm au-dessus de la tête. Pour faire simple, lorsque ces 8 centres énergétiques sont équilibrés, l'énergie circule librement à travers et autour du corps, et il en résulte une personne équilibrée. Mais nombreuses sont les personnes qui stockent leur énergie au niveau des 3 premiers centres, soit les centres de survie, liés au stress principalement.
C'est-à-dire que des personnes fréquemment anxieuses stockent leurs énergies dans les 3 premiers centres et l'empêchent de remonter vers les centres supérieurs, ce qui crée des incohérences et divers problèmes. Mais rassurez-vous, il n'y a rien de rédhibitoire. Tout le monde a déjà eu des longues périodes de stress, y compris moi, mais maintenant il est temps d'apprendre à les contrôler, afin de faire remonter toute cette énergie au niveau de la glande pinéale, et ainsi l'activer. Le processus inspiré d'une des méditations du Dr Joe Dispenza, issu de son livre « Devenir superconscient », est le suivant. De préférence, le processus doit s'effectuer entre 1h et 4h du matin, car c'est à ce moment que la production de mélatonine atteint son paroxysme. Si jamais ce n'est pas possible pour vous, effectuez ce processus avant de vous coucher. Pour commencer, il va falloir activer le centre énergétique du cœur, en écoutant une musique que vous aimez. Le cœur est l'élément clé, car une fois activé, il crée une cohérence entre la fréquence de ses battements et vos ondes cérébrales. En soi, vos émotions doivent être en accord avec votre intention, soit vos pensées. Donc, ouvrir son cœur permet de ressentir des émotions liées à la joie, ce qui va augmenter votre fréquence vibratoire pour être en adéquation vibratoire avec les fréquences de vos intentions. Maintenant, vous allez devoir prendre conscience de chacun de vos 8 centres énergétiques, et à chacun d'entre eux, vous allez devoir y ressentir une émotion supérieure lorsque vous concentrez votre attention dessus. Posez votre attention d'abord sur l'espace occupé par ce centre énergétique, puis sur l'espace qui l'entoure. Procédez ainsi pour le premier centre, puis le deuxième, et ainsi de suite jusqu'au 8e. Au bout du compte, vous finirez par aligner l'ensemble des 8 centres énergétiques et l'énergie entourant votre corps simultanément. Comme l'énergie suit l'attention, en concentrant votre attention sur ces 8 centres et en leur associant une émotion supérieure, telle que l'amour par exemple, vous leur redonnez les informations nécessaires pour se rééquilibrer. Maintenant, allongez-vous pendant une vingtaine de minutes, puis laissez votre système nerveux autonome, soit votre partie du corps inconsciente, recevoir ses ordres et informations afin de rééquilibrer votre corps. J'aime le rappeler, mais ce n'est pas de la magie. Vos pensées et votre attention représentent simplement des informations en circulation. Donc, portez votre attention sur vos centres énergétiques associés à une émotion comme l'amour, soit une fréquence élevée, permet de rééquilibrer bénéfiquement ces centres. Ensuite, asseyez-vous et faites l'exercice de respiration suivant. Inspirez par le nez, tout en remontant et en rentrant les muscles du bas du tronc du corps au même moment, en posant l'intention de faire remonter l'énergie stockée dans ces centres jusqu'au cerveau. En soi, il va falloir visualiser dans votre esprit ce que les anciennes civilisations surnommaient le tube de prana, qui représente un tube de lumière partant du bas de la colonne vertébrale jusqu'au sommet de la tête. Maintenant, tout en continuant de contracter les muscles du bas du corps, c'est-à-dire en inspirant et en rentrant votre ventre vers le haut, faites remonter l'énergie dans la poitrine, la gorge puis le cerveau. Une fois remonté jusqu'au sommet de la tête, maintenez-y votre attention et retenez votre souffle, les muscles du bas du tronc toujours contractés. Tenez une dizaine de secondes puis relâchez sur l'expiration. Faites cela une dizaine de fois, afin que cela vous soit familier. En faisant cela, vous faites remonter votre énergie jusqu'au sommet de votre tête. Sur la rétention, lorsque vous allez contracter, vous allez comprimer les cristaux de la glande pinéale, ce qui l'active et crée un champ électromagnétique. Ce champ va s'étendre aussi loin que possible, puis s'inverser et comprimer les cristaux. À mesure que la fréquence augmente, vous entrez en contact avec des plans vibratoires plus élevés. Votre cerveau reçoit alors des informations qu'il transforme en images. Un dernier point concernant cette respiration est qu'il n'est pas nécessaire de respirer rapidement et profondément, puis de contracter les muscles intrinsèques et de retenir votre respiration jusqu'à ce que votre visage tourne au violet. Au contraire, il faut respirer lentement, longuement et régulièrement, en coordonnant la respiration et la contraction des muscles du bas du corps de manière égale sur l'inspiration et en suivant lentement le souffle jusqu'au sommet de la tête. Une fois ce processus fait, vous allez pouvoir effectuer la dernière étape, l'activation de la glande pinéale. Quand vous avez terminé votre respiration, placez votre attention à l'emplacement de la glande, soit au centre de votre cerveau. L'énergie suit l'attention.
Restez conscient de votre glande pinéale pendant 5 à 10 minutes. Puis, mentalement et inconsciemment, imaginez que vous devenez tout petit et que vous entrez dans la glande pinéale. Ressentez ensuite la fréquence et l'espace au-delà des limites de cette glande. Diffusez cette énergie dans l'espace tout autour, comme le fait d'étaler et d'élargir votre conscience partout autour de cet espace. Maintenant, posez l'intention que cette glande pinéale libère ces métabolites sacrés et déclenche en vous une expérience mystique. Envoyez cette information dans l'espace qui va au-delà de votre tête. Ensuite, ouvrez-vous, branchez-vous sur l'énergie du champ quantique et recevez. Plus vous restez conscient de cette énergie, plus vous capterez cette fréquence, plus votre mélatonine deviendra subtile et pourra libérer ces métabolites les plus élevés. N'ayez aucune attente, aucune anticipation. Contentez-vous simplement de recevoir. Enfin, allongez-vous et laissez votre système nerveux autonome prendre le relais. Et c'est ainsi que le voyage commence. Si vous souhaitez passer à l'étape supérieure et changer votre vie dès maintenant, je vous ai mis en place une formation gratuite à ce sujet. Le lien est dans la description. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne sans oublier le petit pouce bleu. Je vous remercie et je vous dis à tout de suite dans une prochaine vidéo.